En novembre 2023, une puce de la taille d'un ongle fabriquée à l'université Tsinghua de Pékin a réalisé une série d'opérations mathématiques plus rapidement et plus efficacement que n'importe quel processeur en silicium au monde. Et ce, sans qu'un seul électron n'effectue le moindre calcul. Le chiffre vérifié, un traitement matriciel équivalent à 160 000 milliards d'opérations par seconde avec une consommation inférieure à 1 watt par billion d'opérations. Voyez ce que cela signifie concrètement. Toute l'industrie mondiale des semi-conducteurs, chaque usine de Taïwan, chaque centre de conception en Californie, chaque programme de recherche en Corée du Sud et au Japon est engagé dans une course contre la montre. Les électrons qui se déplacent dans le silicium génèrent de la chaleur. Plus le canal est étroit, plus la chaleur par électron est importante. En deçà d'un certain seuil, la puce s'auto-détruit. La lumière ne génère pas de chaleur. Et un pays vient de démontrer dans une publication scientifique qu'il sait comment rendre la lumière exploitable. Abonnez-vous et activez les notifications dès maintenant, car le mur auquel ces électrons se heurtent constamment explique pourquoi c'est plus important qu'il n'y paraît. En 1965, Gordon Moore publia dans le magazine Electronics un article de 4 pages constatant que le nombre de transistors que les ingénieurs pouvaient intégrer sur une puce de silicium avait doublé environ tous les 2 ans depuis l'invention du circuit intégré. Il prévoyait que cette tendance se poursuivrait, et elle s'est confirmée. Pendant 50 ans, cette observation devenue la loi de Moore a fonctionné moins comme une prédiction que comme un contrat industriel. Tous les 2 ans, les puces devenaient plus rapides. Tous les 2 ans, le même dollar permettait d'acquérir une puissance de calcul accrue. Tous les 2 ans, le monde développait sa technologie suivante en partant du principe que la génération suivante de silicium serait prête le moment venu. La courbe a commencé à s'infléchir vers 2015 sans rupture. Le nombre de transistors a continué d'augmenter, mais les gains de performance auparavant automatiques exigeaient désormais un effort d'ingénierie exponentiellement plus important. Intel a manqué son calendrier de développement pour la technologie 10 nanomètres de 4 ans. TSMC a atteint la production de puces de 3 nanomètres en 2022, mais a reconnu publiquement que le passage à 2 nanomètres et moins nécessiterait des modifications de procédés sans calendrier précis. l'ITR, International Technology Roadmap for Semiconductors, document de planification à long terme de l'industrie, a été discrètement abandonné en 2016. Cette interruption de production n'a pas été largement médiatisée. Elle aurait dû l'être. La courbure de la courbe n'est pas due à un problème de fabrication, mais à un problème de physique. Le déplacement d'un électron dans un canal de silicium génère de la chaleur. En dessous de 10 nanomètres, le canal devient si étroit que les électrons ne peuvent plus y rester confinés de manière fiable. Ils traversent la barrière isolante par effet tunnel pour atteindre les canaux adjacents. Ce phénomène quantique appelé fuite ne peut être éliminé par l'ingénierie, mais seulement géré. Or, gérer ce phénomène implique d'accroître la complexité, ce qui génère davantage de chaleur, ce qui nécessite plus d'énergie et aggrave ainsi le problème initial. Imaginez que vous essayez de faire circuler de l'eau dans un tuyau en le pressurisant. Tant que le tuyau est suffisamment large, l'eau s'écoule et une partie de l'énergie est dissipée par frottement. Réduisez maintenant le diamètre du tuyau sur l'échelle de quelques molécules. À cette échelle, l'eau ne s'écoule plus. S'infiltre à travers les parois, qu'on le veuille ou non. La pression exercée pour la faire passer ne fait que générer davantage de chaleur. C'est le cas de l'électron à 2 nanomètres. On ne peut pas forcer plus. La paroi ne bouge pas. Le coût du maintien de cette courbe est devenu exorbitant. La nouvelle usine de fabrication de TSMC en Arizona représente un coût de construction estimé à 40 milliards de dollars. Un centre de données hyperscale exécutant des charges de travail d'IA modernes consomme plus de 100 MW de puissance continue. La production d'une petite centrale électrique fonctionnant et en permanence pour maintenir à une vitesse suffisante
la quantité de silicium nécessaire à une installation pour être utilisable. Les propriétés physiques du silicium ne peuvent plus être améliorées au-delà d'un point désormais clairement indiqué sur la feuille de route. L'industrie des semi-conducteurs savait depuis longtemps que cela allait arriver. La question n'a jamais été de savoir si le silicium atteindrait ses limites, mais plutôt ce qui suivrait. L'annonce a été faite en 2022, mais la plupart des médias technologiques l'ont soit manqué, soit classé dans une catégorie qu'ils avaient déjà utilisée. Des recherches chinoises impressionnantes, mais peu susceptibles d'être généralisées. Une équipe de l'Université du Zhejiang, travaillant sous mandat national du ministère chinois des Sciences et des Technologies, a publié des résultats préliminaires concernant un processeur photonique intégré que la feuille de route interne du programme décrit comme la base d'une architecture informatique post-silicium. L'objectif affiché n'était pas progressif, mais de remplacement. La réaction internationale a suivi un schéma bien connu. Les chercheurs du laboratoire de recherche en électronique du MIT ont reconnu la validité des principes physiques sous-jacents, mais se sont interrogés sur la possibilité d'atteindre les tolérances de fabrication requises pour un dispositif commercialisable en dehors d'un environnement de laboratoire contrôlé. Une étude publiée dans Nature Electronics a souligné que l'informatique photonique avait produit des prototypes prometteurs depuis les... 980 sans jamais franchir le seuil de la viabilité commerciale. L'objection spécifique était unanime d'une institution à l'autre. Les composants photoniques sont extrêmement sensibles aux variations de température, aux vibrations mécaniques et aux imperfections de fabrication. Un transistor en silicium, légèrement hors spécification, fonctionne toujours. Un guide d'onde photonique légèrement hors spécification produit une réponse erronée. À l'échelle de la puce pour des millions de composants, cette sensibilité a toujours rendu les taux de rendement économiquement catastrophiques. Il disait la même chose à propos de la DRAM. On sait tous comment ça s'est terminé. En 1983, Samsung fit son entrée sur le marché de la mémoire vive dynamique DRAM. Les entreprises japonaises NEC Hitachi et Fujitsu détenaient à elles seules plus de 70% de l'offre mondiale de DRAM. Les analystes industriels japonais et américains s'accordaient à dire que la fabrication de la DRAM relevait d'un problème de précision déjà résolu et qu'un nouvel arrivant coréen sans savoir-faire en la matière ne représentait pas une menace concurrentielle sérieuse. Cette année-là, la part de marché de Samsung dans le secteur de la DRAM était pratiquement nulle. En 1992, Samsung était devenu le premier fabricant mondial de DRAM. Le rejet initial ne portait pas sur la difficulté du projet, mais sur les acteurs qui allaient la prendre en charge. Les programmes de Zhejiang et de Tsinghua ne se limitaient pas à une simple expérience de laboratoire visant à publier un article. Il s'agissait d'une architecture nationale coordonnée. Le Programme national clé de recherche et développement du ministère des Sciences et des Technologies avait désigné l'informatique photonique intégrée comme une priorité stratégique. Cette même désignation avait déjà été appliquée aux trains à grande vitesse, à la 5G et aux avions commerciaux de fabrication nationale. Cette désignation ne garantit pas le succès, mais elle assure au programme un financement institutionnel durable. Des filières de transfert de technologies coordonnées entre les universités et les usines et un calendrier rythmé par les cycles politiques plutôt que par les résultats trimestriels. Le rejet par les institutions occidentales supposait que la Chine tentait de le faire.
Il était cool. Ne se contentait pas de reproduire la feuille de route photonique que les laboratoires occidentaux avaient déjà explorée et mise de côté. Il construisait quelque chose qui reposait sur un ensemble d'hypothèses physiques totalement différents. La première de ces hypothèses concernait un mécanisme tellement contre-intuitif qu'il a failli ne pas survivre à son propre examen de financement. Le problème fondamental de l'informatique conventionnelle n'est pas la vitesse, mais le coût de poser une question. Chaque calcul effectué par une puce de silicium commence de la même manière. Un transistor passe de l'état bloqué à l'état passant ou inversement codant, ainsi un 0 ou un 1. Un processeur moderne effectue des milliards de ces commutations chaque seconde. Chaque commutation consomme de l'énergie et génère de la chaleur. Surtout, chaque commutation se produit de manière séquentielle. Une décision binaire alimentant la suivante, construisant un résultat par une accumulation d'étapes discrètes. Pour les multiplications matricielles qui sous-tendent chaque système d'IA moderne, cette architecture est désormais la principale contrainte sur ce qui est possible. La première innovation fondamentale de la puce Taiji repose sur une question différente. Et si le calcul ne nécessitait aucune commutation? Les ondes lumineuses interfèrent entre elles. Lorsque deux ondes se rencontrent en phase pic alignée, elles se renforcent. Lorsqu'elles se rencontrent en opposition de phase pic alignée avec creux, elles s'annulent. Ce comportement n'est pas une curiosité. Il s'agit d'une opération mathématique précise, contrôlable et instantanée. L'intensité de sortie de deux faisceaux lumineux interférents code directement en physique le résultat d'une multiplication sans changement d'état du transistor, sans accumulation de charge, sans génération de chaleur par l'acte de calcul lui-même. Le dispositif qui exploite ce principe est appelé interféromètre de Mach-Zehnder. Le concept n'est pas nouveau. Il a été décrit pour la première fois dans les années 1890. L'équipe de Tsinghua a gravé des réseaux de ces interféromètres sur un substrat photonique en silicium à l'échelle requise pour effectuer les multiplications matricielles nécessaires à l'inférence en intelligence artificielle. Imaginez moins un circuit et plus un orgue où chaque tuyau est accordé à un intervalle précis et où le son produit ne résulte pas de l'activation d'un seul tuyau, mais de l'interaction simultanée de tous. La réponse se trouve dans l'accord et non dans la suite des notes. Les données préliminaires ont confirmé les prédictions physiques. La puce Taiji, comme indiqué dans la revue Science en novembre 2023, a démontré des performances d'inférence avec une efficacité énergétique de 3,7 téraopérations par seconde et par watt. Une charge de travail. GPU comparable exécutée sur une puce NVIDIA consomme environ 300 fois moins d'énergie pour une opération matricielle intensive similaire. Cela ne signifie pas pour autant que la puce est plus rapide. Il s'agit d'un autre type de machine. Mais une machine qui ne fait que multiplier n'est pas un ordinateur. Le mécanisme d'interférence effectue le calcul et produit un résultat. Ce résultat disparaît ensuite à la vitesse de la lumière à moins d'être capturé. Ce quelque chose s'est avéré être le second problème. Et la solution à ce problème semblait sur le papier un recul. Le résultat d'un calcul d'interférence optique existe pendant la durée d'une impulsion lumineuse, quelques femtosecondes. S'il n'est pas capturé, il disparaît. L'informatique traditionnelle gère cela grâce à une mémoire électronique. Le résultat est écrit dans un registre maintenu dans un état chargé, puis transmis à l'opération suivante. Dès que vous acheminez le résultat d'un calcul photonique vers une mémoire tampon électronique, vous réintroduisez un fil de cuivre, un cycle de charge et une fréquence d'horloge. C'est comme construire une Ferrari avec un frein de vélo. Le processeur photonique attend la mémoire. La mémoire est en silicium. Vous êtes revenu à la case départ. La solution apparente résidait dans une catégorie de matériaux qui était sous nos yeux depuis le milieu des années 1990, mais qui remplissait une fonction totalement différente.
Les matériaux à changement de phase et plus particulièrement l'alliage tellurure de germanium antimoine abrégé GST peuvent exister dans deux états physiques stables amorphes où leurs atomes sont disposés de manière aléatoire et cristallin où leurs atomes sont fixés dans un réseau ordonné. Les deux états présentent des propriétés optiques sensiblement différentes. Une impulsion lumineuse peut faire passer le matériau d'un état à l'autre, et celui-ci reste dans l'état acquis après la disparition de l'impulsion. Aucune charge ni consommation d'énergie n'est requise pour maintenir la mémoire. Le GST appartient à la même famille de matériaux que ceux utilisés dans les DVD et disques Blu-ray excédent, Blu-ray réinscriptibles. Le mécanisme permettant à un laser d'écrire et d'effacer un disque est, au niveau physique, identique à celui proposé pour la couche mémoire d'un supercalculateur post-silicium. Ce parallèle semble être une régression. Il paraît impossible que cela fonctionne. C'est précisément pour cela que c'est le cas. Les supports optiques réinscriptibles ont déjà prouvé au cours de plus de 20 ans de production d'électronique grand public que la technologie GST commute de manière fiable sur des dizaines de millions de cycles à des dimensions nanométriques déclenchées précisément par les impulsions lumineuses générées par un processeur photonique lors de son fonctionnement normal. Les résultats de l'intégration des programmes d'Oxford et de l'Académie chinoise des sciences montrent que les cellules de mémoire GST conservent leur état pendant plus de 10 millions de cycles de réécriture, avec une vitesse de commutation inférieure à la nanoseconde. Dans l'architecture Tai-Chi, la couche de changement de phase repose sur le même substrat que la couche de calcul interférométrique. Une seule impulsion optique calcule le résultat matriciel et l'écrit simultanément en mémoire. Ces deux opérations ne sont pas séquentielles, mais elles se déroulent d'un même événement physique. La mémoire ne ralentit pas le processeur, elle fait partie intégrante du processeur. Démontrer cela au niveau des composants a nécessité des années de travail sur les matériaux et d'itération de fabrication. Transformer ce concept en un système industrialisable connecté à de véritables systèmes de données et opérationnels hors salle blanche représentait un tout autre défi. Un défi qui avait mis fin à tous les programmes d'informatique optique précédents avant même qu'ils ne dépassent le stade du prototype. L'histoire du calcul optique est jalonnée de composants fonctionnels et de systèmes défaillants. Un guide d'ondes photoniques gravé à une profondeur incorrecte de 8 nanomètres engendre une diaphonie qui perturbe les canaux adjacents. Une cellule de mémoire à changement de phase dont le budget thermique a été dépassé de 2 degrés Celsius lors d'une étape de dépôt ultérieure perd définitivement sa fiabilité de commutation. Ces problèmes ne se résolvent pas par l'amélioration de composants isolés. Ils n'existent que lorsque les composants sont assemblés et s'amplifient à chaque couche supplémentaire. L'ancienne méthode pour relier les systèmes photoniques et électroniques consistait en une intégration hybride. Les composants photoniques éteignent sur une puce la commande électronique sur une autre connectée par des fils conducteurs. Des fils d'or microscopiques reliant les substrats. Chaque liaison filaire est une interconnexion électrique fonctionnant à la vitesse de l'électron. Un système utilisant des liaisons filaires pour relier ces couches n'est pas un ordinateur photonique, mais un ordinateur à base de silicium doté d'une interface photonique. La liaison filaire demeure la limite de vitesse. Le programme de Tsinghua a permis une intégration monolithique. La couche de calcul de l'interféromètre et la couche de mémoire à changement de phase ont été déposées sur une seule plaquette de nitrure de silicium grâce à une séquence de fabrication compatible CMOS modifiée. La véritable avancée ne résidait pas dans les matériaux déjà caractérisés, mais dans la gestion du bilan thermique. Il s'agissait de la séquence précise des températures de dépôt qui assure la stabilité de la couche de GST pendant le déroulement des étapes de traitement suivantes. Ce savoir-faire n'est pas breveté. Il repose sur l'expérience acquise par une équipe de fabrication qui a répété le processus suffisamment de fois pour en identifier les points faibles
et leur cause. La pousse Tai Chi intègre 37 000 neurones artificiels et 15 millions de connexions synaptiques sur un seul substrat photonique. Mais ce qui la distingue des démonstrations précédentes, c'est l'apprentissage in situ. La puce n'effectue pas d'inférence sur une matrice de poids fixe chargée à l'initialisation. Les étapes de changement de phase sont mises à jour par le signal d'entraînement optique lui-même pendant son fonctionnement. La puce ajuste sa mémoire comme un musicien ajuste son doigté en cours d'exécution, non pas entre les morceaux, mais au sein de la phrase musicale, en fonction du signal qu'elle reçoit en temps réel. Pour les tâches de classification d'images et de détection de signaux sans fil, Tai Chi a démontré sa capacité d'apprentissage et d'inférence sur un même substrat sans aucun cycle de mise à jour des poids hors puce. L'Institut d'optique, de mécanique fine et de physique de Changchun, opérant sous l'égide du Programme national clé de recherche et développement de Chine, a simultanément développé l'infrastructure de fabrication nécessaire pour transposer l'architecture Tsinghua du stade de la plaquette de laboratoire à une production en série reproductible. Il ne s'agit pas d'un résultat de laboratoire en attente de production en usine. La production est déjà en cours. Le premier test complet du système a donné un résultat. L'équipe de vérification a effectué 3 simulations. Avant la soumission de l'article à la revue, car le résultat s'écartait tellement du cadre de référence établi que sa publication sans confirmation indépendante aurait attiré une attention indésirable. Voici la vérité, et les processeurs photoniques ne remplaceront pas directement la puce en silicium de votre ordinateur portable. Les charges de travail que le calcul optique prend en charge avec une efficacité révolutionnaire sont spécifiques. Opération parallèle matricielle complexe. Inférence AI. Et traitement du signal radar, génération de clés cryptographiques, optimisation à grande échelle. La logique séquentielle. Le branchement dépendant du cachet ou les calculs qui font fonctionner un navigateur ou un système d'exploitation, le silicium gère ces aspects grâce à des caractéristiques architecturales que les systèmes photoniques ne reproduisent pas encore. La pile logicielle nécessaire à la programmation d'un processeur photonique n'existe pas à l'échelle commerciale. Les chaînes d'outils de compilation, les interfaces des systèmes d'exploitation, les écosystèmes de développement. Tout ça se mesure en décennies d'heures d'ingénierie et non en publications scientifiques. Ceci étant dit, voici ce que le test de performance Tai Chi a réellement révélé. Et résultats publiés dans Science Volume 382, novembre 2023, ont démontré des performances d'inférence avec une efficacité énergétique de 3,7 téraopérations par seconde et par watt pour des tâches de multiplication matricielle, représentant la charge de travail de calcul dominante dans les déploiements d'AIA modernes. Une tâche d'inférence comparable sur un cluster GPU NVIDIA Hodge affiche une efficacité énergétique environ 300 fois inférieure pour la même catégorie d'opérations. À l'échelle humaine, l'énergie consommée par une passe d'inférence de Tai Chi équivaut à celle consommée par une ampoule LED domestique en environ 1 milliseconde. La même tâche exécutée sur un cluster GPU de débit équivalent consomme l'énergie de cette ampoule en environ 1/3 de seconde. Multiplier ce ratio à l'échelle d'un centre de données DI Hyperscale et la projection de OLEE, selon laquelle la consommation mondiale d'électricité des centres de données pourrait doubler d'ici 2026, prendre une toute autre dimension. Il ne s'agit plus d'un coût d'infrastructure inévitable, mais d'un coût contingent dépendant de l'architecture informatique que l'industrie choisira par la suite. Nature Photonics a cité les résultats de Tai Chi dans une revue de 2024 comme une démonstration marquante. Il s'agit du premier exemple publié d'un processeur photonique entièrement intégré, capable d'effectuer à la fois l'apprentissage et l'inférence sur une puce sans mémoire électronique. Le plafond de verre du silicium n'est plus un horizon, mais un mur qu'un pays a déjà franchi. La question qui se pose alors n'est pas d'ordre technique.
Elle porte sur la question de savoir qui contrôlera l'avenir. Et la réponse dépend de dynamiques qui ont très peu à voir avec la conception des puces. L'IEEA estimait dans son rapport sur l'électricité de 2023 que les centres de données avaient consommé environ 200 TWh dans le monde en 2022. Ces projections centrales prévoient un doublement de ce chiffre d'ici 2026, principalement dû à la croissance de la charge de travail liée à l'inférence IA. Ce doublement repose sur l'hypothèse que l'architecture GPU actuelle en silicium restera l'infrastructure principale. Les pays qui suivent de près les résultats de Taichi ne le font pas par simple intérêt académique. Ils évaluent l'impact de ces résultats sur la structure des coûts de chaque déploiement du DAO qu'ils envisagent. La réaction du gouvernement américain est instructive. La DARPA a créé le programme AIM Photonics en 2015 avec pour mission de développer une base de production nationale de circuits intégrés photoniques. Le financement total engagé a atteint 610 millions de dollars. 10 ans plus tard, AIM Photonics a réalisé de véritables avancées en matière de recherche dans une usine de fabrication partagée à Albany, dans l'État de New York. L'entreprise n'a cependant pas encore produit de processeurs photoniques commercialisables aux performances comparables à celles annoncées par Tsinghua en 2023. Le programme européen Photon Hub Europe, lancé en 2021 avec un budget de 30 millions d'euros, vise à faciliter les échanges entre chercheurs et partenaires industriels. Samsung mène un programme de recherche actif sur la mémoire photonique. TSMC a intégré la photonique dans sa feuille de route à long terme. La réponse est ce qui est institutionnel mondial et c'est bien réel et financé, mais en jugé par les résultats de l'expérience, Taichi, elle accuse ce schéma n'est pas nouveau. En 1952, IBM prévoyait que la demande mondiale d'ordinateurs ne dépasserait jamais 5 unités. L'influence du lobby des tubes électroniques a retardé la transition commerciale vers les systèmes à transistors d'environ 4 ans, alors même que la supériorité de cette technologie était désormais manifeste. Ces 4 années n'ont pas entraîné de perte de revenus à court terme pour les entreprises en place. Elles leur ont coûté le savoir-faire institutionnel, la maîtrise des processus et l'expérience acquise dans le domaine de la fabrication, autant d'éléments qui ont déterminé qui dominerait l'ère du transistor. Le retard n'était pas d'ordre technologique, mais organisationnel. L'avantage de la Chine en matière d'informatique photonique ne réside pas dans la conception de la puce Taichi. Cette architecture est publiée et accessible à toutes les équipes de recherche du monde. L'avantage réside dans le programme national intégré, reliant la physique des dispositifs et le développement des procédés de fabrication. La recherche sur les compilateurs et le mandat de déploiement au sein d'un seul calendrier coordonné responsable d'un cycle politique plutôt que d'un rapport trimestriel sur les résultats. La limite n'a jamais été la physique, mais toujours l'institution. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous comprenez désormais mieux l'informatique optique que la plupart des spécialistes du domaine. Le résultat de Taichi n'a pas démontré la fin du silicium. Il a démontré qu'une alternative industrialisable à l'inférence IA, limitée par la vitesse du silicium, existe désormais, a été vérifiée indépendamment et fait déjà l'objet d'un programme national de développement actif, à une échelle et avec un niveau de coordination que les structures institutionnelles occidentales n'ont pas réussi à égaler en 9 ans d'efforts. Le plafond était réel, le mur était réel, et un pays y a construit une porte. Si c'est le genre d'histoire que vous recherchez sur cette chaîne, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Nous continuerons à suivre cette histoire, les chiffres de production à grande échelle. Les premiers contrats de déploiement. La réponse occidentale, lorsqu'elle arrivera. Voici la question à laquelle je souhaite que vous répondiez dans les commentaires. Le programme chinois d'informatique photonique marque-t-il un véritable tournant?
Le moment où le paradigme du silicium amorce sa transition vers une technologie plus rapide, moins coûteuse et fondamentalement différente. Ou s'agit-il d'un résultat de recherche majeur qui nécessitera encore une décennie de développement logiciel d'industrialisation et de mise en place d'un écosystème avant de trouver une application concrète en dehors des laboratoires? Les deux camps ont des arguments valables. Je les ai tous lus.